c'est quelque chose d'assez malheureux tout ça. En Amérique latine, Kadhafi est vu à tort comme un authentique anti-impérialiste, alors que ça fait longtemps qu'au Proche-Orient, tout le monde sait que c'est quelqu'un qui roule pour lui tout seul et n'a pas hésité au cours du temps de mener les alliances les plus contradictoires, et parfois même au même moment. Quelqu'un qui a été l'ami de tout le monde et qui a trahi tout le monde. Voilà. Pour les Libanais, par exemple, je vous rappelle qu'il y avait un mandat d'arrêt international contre le colonel Kadhafi, lancé par le Liban parce qu'il a enlevé, peut-être tué, mais en tout cas enlevé, fait disparaître l'imam Sadr, qui était le fondateur du mouvement Amal, qui est le prédécesseur du Hezbollah, si vous voulez. Donc, au moment où les États-Unis avaient envisagé de laisser rentrer l'ayatollah Khomeini en Iran, de manière préalable, ils avaient fait le nettoyage de tout un tas de gens qui étaient susceptibles, dans des endroits différents, en Iran ou dans le reste du Proche-Orient, de servir de relais à Khomeini, de développer son mouvement. C'était le cas de l'imam Sadr ici, donc c'est Kadhafi qui l'a fait disparaître. Hein. Ou on peut prendre le cas du président du Parti communiste soudanais, qu'il a également enlevé pour le livrer au Soudan pour qu'il y soit tué. Donc on voit bien qu'au cours des années, Kadhafi a été le pire ennemi de la liberté dans cette région. Et ça, beaucoup de gens l'ont réalisé ici. Malheureusement, ça n'est pas le cas en Amérique latine. Parce qu'il est vrai aussi qu'au même moment, Kadhafi a parfois soutenu des mouvements révolutionnaires. Généralement, il ne les a pas soutenus longtemps. Hein, parce que, par exemple, j'ai vu récemment un documentaire réalisé par un journaliste néoconservateur français pour la télévision française et qui sera aimablement distribué avec le soutien de Washington dans tout un tas de télévisions dans le monde, là, où on dresse un portrait invraisemblable de Kadhafi en disant qu'il a toujours été l'ennemi des États-Unis. Tout ça, c'est une bonne blague. Hein. Parce que maintenant qu'il est en train de chuter, évidemment, personne n'a jamais fricoté avec lui. Hein. Et puis on nous expliquait que voilà, il avait soutenu Yasser Arafat et tout. Écoutez, hein, c'est sûr qu'il a soutenu Yasser Arafat à un moment, mais il faut aussi se souvenir qu'à un moment il a laissé tomber et qu'il lui a conseillé de se suicider. Hein, ce qui était quand même une manière de dire à l'ensemble des Palestiniens qu'ils n'avaient aucun espoir d'aucune sorte. Bon. Donc je ne sais pas d'où vient la permanence de ce mythe de Kadhafi. Donc les pays latino-américains se sont appuyés sur la Libye pour essayer de créer de nouveaux réseaux commerciaux en dehors de l'influence des États-Unis, et ils ressentent la chute de Kadhafi comme la perte d'une pièce importante dans leur politique économique internationale. Donc dans cette perspective, ou plutôt dans ce contexte, le président Chavez a pris une initiative en fait pour s'opposer au débarquement de l'OTAN, hein, en disant plutôt que d'envoyer une force armée, envoyons-leur des négociateurs de paix pour essayer de calmer le jeu. Mais le problème est qu'il ne peut pas faire ça après avoir quelques jours auparavant apporté son soutien à Kadhafi. Ça, c'est pas possible. Donc je pense que c'est une erreur politique qui vient d'une erreur d'appréciation grave du rôle de Kadhafi et qui nous montre qu'il y a une méconnaissance entre l'Amérique latine et le Proche-Orient. Donc ce qui renvoie à un sujet que j'avais abordé avec Fidel Castro, sujet sur lequel moi je travaille depuis très longtemps, puisque le réseau Voltaire, c'est la seule organisation vraiment importante qui fait le pont entre ces deux mondes. Donc ces insurrections continuent dans des pays comme le Bahreïn et le Yémen. On ne nous en parle pas ou quasiment pas dans les médias français. Alors, vous pouvez nous... le Yémen, on pourrait en parler, si vous voulez, ça gêne encore pas trop.
à ce stade des choses. C'est pas sûr que ça dure comme ça. Par contre, le Bahreïn, il y a un blackout sur le Bahreïn. Même ici dans le monde arabe, par exemple une chaîne comme Al Arabiya ne dit pas un mot sur ce qui se passe au Bahreïn, et une chaîne comme Al Jazeera est très 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 précautionneuse sur la question du Bahreïn, alors qu'il traite tous les autres mouvements de manière très très objective. Là, ils sont très en retrait. Pourquoi ? Parce que le Bahreïn est à la fois indispensable comme base stratégique aux États-Unis et comme verrou pour protéger l'Arabie Saoudite. Si le Bahreïn se mettait à basculer à son tour, alors la survie de l'Arabie Saoudite serait en cause. Je dis la survie parce que c'est un régime tout à fait factice. D'ailleurs, personne ne sait comment s'appelle ce pays, l'Arabie Saoudite. C'est l'Arabie qui appartient à la famille des Saouds. C'est un peu bizarre comme nom. Dans le cas du Bahreïn, une révolution paraissait inévitable déjà depuis 2 ans. C'est pourquoi Madame Clinton avait pris la décision, après les événements de 2009 en Iran, de fermer le fonds spécial là, pour provoquer une révolution en Iran et d'en ouvrir un autre qui était destiné à provoquer une révolution au Bahreïn et une autre à Qatar. Bon. Alors, au Bahreïn, l'idée c'était que, puisque la révolution est inévitable, faisons-la nous-mêmes pour porter des gens au pouvoir qui sont les nôtres. Donc, il y a une course de vitesse. Et puis, l'idée pour le Qatar, c'est qu'il fallait provoquer des troubles au Qatar pour remettre à sa place l'émir de Qatar, qui est vraiment quelqu'un de beaucoup trop indépendant. Voilà, mais on ne voulait pas aller probablement jusqu'au bout, on voulait juste le déstabiliser. Bon. Pour le Bahreïn, à ce moment-là, Madame Clinton a fait virer les conseillers français de sécurité qui se trouvaient là-bas, qui étaient des Français à titre personnel qui se trouvaient là-bas. Et à la place, ils ont été remplacés, on a vu arriver des conseillers de l'Élysée, c'est-à-dire des Français, mais cette fois-ci en mission commandée, qui ont réorganisé tous les services de sécurité de Bahreïn. Et vraiment en se préparant à ce jeu révolutionnaire, c'est-à-dire une position très très ambiguë, mais où il s'agit à la fin de sortir le pro-américain du chapeau. Et c'était d'autant plus important, vous savez que Bahreïn a une population majoritairement chiite, avec une famille royale sunnite, et l'idée c'était de créer de manière artificielle un nouveau leader révolutionnaire chiite, qu'on aurait mis après en concurrence avec ce qui se passe en Iran. Et la personne qui était chargée de réorganiser la sécurité à Bahreïn, c'est Alain Boer, donc l'omniprésent conseiller de sécurité de Nicolas Sarkozy et ancien grand maître du Grand Orient de France. Mais surtout ancien responsable de la SAIC pour l'Europe, c'est-à-dire du service externalisé de la National Security Agency des États-Unis. Donc, c'est M. Boer ainsi que des conseillers militaires français de la DCI, une compagnie créée par le ministère de la Défense et qui sous-traite à l'étranger différentes actions. Donc ce sont ces gens-là qui, là, viennent d'organiser la répression des manifestations et les morts auxquelles nous avons assisté. Donc je crains que les problèmes diplomatiques de la France ne fassent que commencer et non pas, comme on pourrait croire, que la page ait été tournée. Si le Bahreïn bascule, on peut penser que l'Arabie Saoudite sera très très rapidement submergée par la révolution, submergée, tout au moins la partie est du pays, peut-être pas à l'ouest, mais enfin sûrement la partie